グルの野郎もたもたしやがって。やっと俺の趣味になってきやがった。 Bonjour à tous. Alors, retour sur la saga Macross, retour sur du vintage, puisque aujourd'hui ce que je vous propose de découvrir, c'est un kit Imai, donc au 1 centième, Macross Plastic Model Kit, donc de chez Imai, de l'Armored Space Suite Zentradi. Donc elle est présentée comme une armure générique des soldats Zentran, ou Zentradiens pour ceux qui connaissent plus Robotech que Macross, mais elle est quand même relativement spécifique des officiers et en particulier de Kenzin, alias Kiron, donc dans Robotech. Et donc c'est un kit vintage, alors j'ai un doute, mais il me semble qu'il date des premiers kits sortis en même temps que la série animée, donc on est sur un kit qui date de 82-83, donc on est quand même sur un kit qui a 40 ans. Quand même, hein, 40 ans, ça fait mal, ça fait mal, mais voilà, hein, on est vraiment sur du vintage. Donc on est sur un kit Imai, hein, donc je rappelle que les deux sociétés qui avaient les deux principales qui avaient les licences Macross étaient Imai et Arri. Sur les deux, j'ai une petite préférence pour Imai et je suis pas le seul, hein, c'est un avis que l'on est nombreux à se partager. Si on reste dans les vintage, si on est dans les modèles plus récents, je suis plutôt Hasegawa, même s'ils font essentiellement les fighters en mode avion, les non transformables, mais ça c'est des goûts purement personnels. Là, on est donc sur une figurine au 1 centième des Zentradi. Hein. Je rappelle que les Zentradi étaient une race de géants, hein, donc même au 1 centième, ça fait quand même une figurine assez grande. On a donc une représentation de Kenzin en tenue d'officier. Ici, un dessin, ça ressemblerait presque à une peinture, donc très simple, hein, du personnage en pied, et donc du modèle qui est censé se trouver dans la boîte. Donc il n'y a pas de fond, hein, il n'y a rien. Sur le côté ici, on a une représentation telle qu'on le voit dans le dessin animé, ou je dirais presque, parce qu'il y a certains marquages que l'on voit là sur la tenue et qui n'est pas visible du tout dans le dessin animé, hein, les armures ou les mechas ou autres ont moins de fioritures que sur ces représentations-là. Ici, donc un logo Macross que je ne connais que sur les vieilles boîtes, hein, les vieux kits. Ici un descriptif en japonais. Alors j'ai pas tout traduit. Donc ici on reprend le logo Macross plus connu, l'Armored Space Suite, une illustration américaine. 79e kit de cette collection, si je me base là-dessus. Et je pense que le 300 ici correspond donc au prix du kit à l'époque au Japon, c'est-à-dire 300 yens. Donc 300 yens il y a 40 ans. Si je fais la conversion pure, sans tenir compte du temps, de l'inflation et de tout ça, on est autour de, que je dise pas de bêtises, 3-4 euros, même moins. Ici, des publicités pour d'autres mechas de la gamme. Donc on a le Spartan. Celui-ci, j'ai plus le nom, décidément, j'ai du mal à m'en souvenir systématiquement de celui-là. Donc un mecha du SDF1. Le SDF1 en version Forteresse. Le Tactical Pod Regult au 1/72e. Donc celui-ci a été réédité par Bandai. Et je l'ai fait d'ailleurs, je vous mets le lien en haut de la vidéo là. Et par contre, il y a une autre version qui a été faite par Hasegawa,
que je possède également, mais que je n'ai pas encore faite, et que j'espère faire très bientôt. Donc, pour la boîte, c'est fini, on va passer au contenu. Voilà. Donc, à l'intérieur de la boîte, on retrouve les éléments habituels, à savoir une notice, que l'on va voir ensemble après, une planche de décalco qui a bien jauni, qui est vraiment qui a souffert. Franchement, je me demande même si elle a pas pris un peu l'humidité parce qu'elle est toute rugueuse. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Alors ça fait pas partie du kit, je vous expliquerai pourquoi j'ai ça. Et donc, 2 grammes. On va voir plus en détail. Alors, la notice en premier. Alors, comme toutes les notices de cette époque-là, que ce soit email ou Harry, elles se ressemblent, puisque systématiquement on a l'intitulé, quelques renseignements, un visuel qui est généralement celui de la boîte, les grappes présentes dans la boîte avec les pièces déjà peintes, les références des couleurs principales, donc généralement les 3 couleurs principales. Donc là, on a un vert, un gris et un bleu violacé. Je me demande même si c'est pas carrément violet. Le H35, non, H35 c'est bleu cobalt. Et ici vous avez un tout petit, je vais vous montrer. Voilà, si c'est visible. Voilà. Vous avez un chiffre avec H35, ce qui correspond à la référence sur les pots de peinture, donc H35, bleu cobalt. Donc bleu cobalt, c'est ce qui est censé faire les tenues sur les bras et le haut des cuisses. C'est ce que vous avez là. Ainsi que les pieds. Ça, on reviendra dessus. Je suis pas certain que moi je vais utiliser ces couleurs-là parce que c'est pas vraiment celles qui sont soit sur l'illustration, soit même sur le côté. Ici, on est plus sur un gris. Enfin, moi, je vois ça gris très foncé que sur un bleu violacé. Donc ici, on a les pièces pré-peintes avec quelques éléments quand c'est d'autres couleurs, donc c'est précisé là sur les côtés. Donc, même si on parle pas le japonais, il y a les références, comme je vous ai montré, H35, H57, H26, H12. Alors H12, je sais que c'est le noir mat. Ici, on a le H4, ça c'est le jaune. C'est juste que je commence à avoir l'habitude, vous voyez, H4, c'est le jaune. Et le H12, voilà, noir mat. Donc ça c'est des couleurs que j'utilise souvent, donc j'ai tendance à les connaître par cœur. Alors, le montage maintenant. Pas beaucoup d'étapes, on a 8 étapes composées de sous-ensembles. Ça peut être intéressant pour le montage, surtout qu'on est sur une maquette vintage à l'ancienne. Qui dit maquette vintage à l'ancienne dit beaucoup de pièces en 2 parties et donc de lignes de collage à estomper, que ce soit avec la technique du surplus de colle. C'est-à-dire, on met pas mal de colle, on met pas mal de colle sur les 2 parties, on presse assez fort la pièce, limite en la bougeant un peu, on l'ajuste, ça va créer un espèce de bourrelet au niveau du joint, on attend que ça sèche bien, et avec un X-Acto ou un cutter bien affûté ou neuf, on va retirer le surplus de colle, un petit coup de ponçage à un grain très fin type 1000-1500, et ça peut suffire si on n'a pas de putty. Sinon après on peut utiliser bien sûr la putty, qui est donc un mastic de maquettiste. Donc concernant le collage, d'abord on a donc la partie avant et la partie arrière du casque. Donc on voit que le visage est intégré dans la pièce, donc voilà, il n'y a pas le choix, il a son casque. Et on insère par-dessus la visière, donc qui semble-t-il sera mobile, on pourra l'ouvrir ou la fermer. Le fusil. Ensuite, 2 fois le même montage, donc j'imagine que c'est pour la jambe gauche et la jambe droite. On a le pied, la cuisse, et ensuite, autour de ces 2 pièces, on met donc la jambe. Donc,
gauche-droite, ou droite-gauche, hein, je sais pas, chaque côté quoi. Ensuite, on a le même type de montage, bras gauche, bras droit, bras gauche, excusez-moi, cette fois-ci je peux me référer à la main pour ne pas me tromper. Donc ici on a une main qui tient, qui est creuse, qui tient le fusil. Donc on colle la main, deux parties. Le biceps avec l'épaule, et ici une tige qui permettra de raccorder le tout au torse. Et ensuite l'avant-bras qu'on met donc de chaque côté en insérant le poing et le biceps. Donc ça veut dire, je commence à avoir l'habitude, mais ça veut dire une bonne séance de masquage avant le passage à l'aéro. Ensuite, on a le torse avec un système pour fixer les jambes après. Ici, ça c'est le système dans lequel on va insérer ensuite les bras hein, par les tiges qui sont ici. La pièce qui va faire le cou, donc l'avant et l'arrière du torse. Et une fois qu'on a tout collé, on assemble donc les différents modules, à savoir le bras, enfin les bras, la tête, les jambes et le fusil dans la main. Donc au niveau montage, mis à part que c'est du vintage et qu'il va y avoir pas mal de travail d'estompage et de masquage, parce que moi je travaille essentiellement à l'aérographe, il ne me semble pas qu'il y ait de difficultés majeures. Ensuite, au niveau du résultat, vous avez les planches ici pour compléter donc au niveau peinture les éléments que vous avez là. Vous avez donc le rendu fini ici. Alors, pas évident avec les reflets, je vais poser la notice. Voilà. Donc on a l'ensemble des numéros qui composent donc qui font référence aux décalcomanies, mais comme je vous disais déjà, je pense qu'elles sont vieilles et elles ont pas mal souffert d'humidité, je suis pas certain. Et en plus, il y a bon nombre de marquages qui, moi, me semblent, alors peut-être qui rentrent très bien, mais comme j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la version anime, il y a un certain nombre de marquages que je ne mettrai pas. Je constate que le montage là est pas trop mal, hein, parce que des fois il y a des notices avec des montages qui sont vraiment moches. En revanche, bon, ça manque d'un petit jus, hein, donc moi je rajouterai un jus et peut-être un débrossage ou un petit coup de weathering. Hein. Les Entradiens n'étaient pas du genre à entretenir leur matériel, donc là ça me paraît un petit peu trop beau, trop clinquant. Et de même les couleurs, alors le vert me paraît pas mal, le gris aussi, mais par contre ce qu'il y a sur les bras et les jambes là, cette espèce de bleu cobalt, je suis vraiment pas convaincu. Et ben on va jeter un coup d'œil sur les pièces maintenant. Alors concernant les pièces, comme je disais, 2 grappes, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas non plus un kit qui demande énormément de pièces, hein. Alors, le plastique déjà, bon c'est du plastique vintage mais qui a l'air pas mal. La grappe est quand même belle malgré ses 40 ans. Les mains sont pas si moches que ça. Franchement, je m'attendais à un truc plus grossier. Alors peut-être qu'en proportion, ça va pas être tip top, mais comme je m'attendais à pire, ça va. Le moulage est pas trop moche. Même estomper le collage, ça devrait le faire. Les avant-bras sont pas mal non plus. Il y a quelques gravures. Mais bon, c'est pas quelque chose qui déborde de détails, hein, de toute manière à la base. Là, ce que je constate, c'est que les creux présents sur les coudes sont assez prononcés, donc ça va faciliter la peinture, puisque cette partie-là est noire. Donc ça va faciliter quand même le travail de peinture. Alors hop, évidemment, la mise au point ne se fait plus. Voilà, pareil pour les jambes. On aura une belle ligne à estomper au milieu là. Il faudra que je fasse attention sur le ponçage ici pour pas faire disparaître la différence de niveau que l'on a là. Hein, l'espèce d'arête là, que je ne la fasse pas disparaître lors du ponçage. Il va falloir que je sois délicat. Donc là, c'est ce qui remplace les polycaps, hein, puisqu'à l'époque, les polycaps, c'était pas trop la mode dans les kits, hein, c'était du plastique dans du plastique. Donc c'est une figurine articulée, mais je pense qu'il faut pas trop s'amuser une fois qu'on lui a trouvé une pose. Et encore, les articulations sont pas énormes. Hein,
Je pense qu'une fois qu'on a trouvé une pose, faut pas trop s'amuser à trop la déplacer. Alors, hop, concernant le visage, bon, c'est pas tip top, mais bon, on a connu pire. On a connu pire. Bon, le seul truc moi qui m'ennuie, c'est que Kieran Kanzin, en version originale, n'a pas une peau claire. Elle tire légèrement sur le bleu violacé, donc je vais avoir un petit peu de mal à retrouver la teinte. Là, déjà, voilà, je le sais. Le casque, donc l'arrière du casque. Alors l'avant du casque, l'arrière du casque, et là, c'est l'espèce de coiffe qui sert de visière. Les pieds, qui n'ont pas l'air trop disproportionnés par rapport au personnage. Par contre, ce qui me paraît gros, c'est le torse. Le torse me paraît quand même un peu gros par rapport au reste. On verra bien. On n'oublie pas, c'est en effet un kit qui a 40 ans, donc je m'attends pas non plus à des miracles. Le fusil, alors le fusil, c'est la bonne surprise. Alors c'est dommage, il est en 2 parties. Donc il va y avoir un petit peu de travail dessus. Mais franchement, au niveau détail et finition, c'est la bonne surprise. Et donc ce que j'avais en plus, parce qu'en fait ce kit, vous vous doutez bien, je ne l'ai pas trouvé neuf à l'époque, hein, je l'ai trouvé sur Vinted. Et donc le vendeur m'a mis cette pièce-là en plus. C'est une espèce de coupole en plastique transparent. Et je pense que ce qu'il comptait en faire, c'est essayer de faire une verrière pour mettre devant le visage là de Kieran. Alors, je sais pas trop comment il comptait faire son truc parce que ça correspond pas vraiment, je sais pas trop. Bon, bref, je sais même pas si je vais l'utiliser, ça ira dans la boîte à radio. Donc voilà pour les grappes. Et puis derrière, alors je vous la montre quand même, bien que je vous l'ai sorti tout à l'heure, mais la plaque de décalco, enfin la planche de décalco. Voilà. Donc vous voyez déjà, elle s'est redressée, donc ça c'est vraiment un signe d'humidité normalement. Et je vous dis, elle est au toucher, elle est toute rugueuse. Je ferai un essai d'abord sur une décale, par exemple l'échelle ici. Je ferai d'abord un essai sur une décale qui ne me servira pas. Parce qu'il y a peut-être des éléments que je garderai, je sais pas où je la scannerai, j'en ferai des masques pour pouvoir faire les éléments à la peinture, parce que bon, les éléments blancs sur les jambes, peut-être que j'aimerais bien les refaire, je sais pas. Je sais pas encore, mais je pense malheureusement que les décalcomanies sont irrécupérables. Et bon, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà pour ce kit bien vintage de cette armure zentralienne. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et puis le plaisir également de faire une pièce qui n'est pas facile à trouver. Hein. Franchement, c'est un kit, j'en connaissais l'existence. D'ailleurs, Yvan avait fait déjà une review de ce kit que lui, il a fait il y a bien longtemps. Je vous mets le lien dans la vidéo. Donc, je suis tombé dessus tout à fait par hasard sur Vinted et je suis quand même bien content de l'avoir trouvé. Donc, vous connaissez mon intérêt pour les kits vintage, macros et qui sortent de l'ordinaire. Là, j'arrive à avoir les 3 en 1. Donc, je suis plutôt content. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Ça y est, il est terminé. Alors je m'y suis mis un petit peu plus tard que prévu, hein, puisque entre la fois où j'ai filmé l'unboxing, quand je venais de recevoir cette figurine, et quand je l'ai réalisé, il s'est écoulé quand même pas mal de mois, voire des années.
Mais je regrette pas de m'y être mis. Alors, je vais pas vous mentir, ce qui avait un peu freiné mon entrain, c'était le côté vintage avec masquage et autres. Puis j'avais un programme un peu chargé. Mais au final, cette figurine a été assez facile à réaliser en fait, hein, au niveau des masquages. Alors, on va attendre qu'elle ait fini son petit tour et on va arrêter le petit tourniquet. Je vais voir si je peux pas l'arrêter maintenant. Alors, attendez, hop. Voilà. Parce que l'un des défauts de cette figurine, voilà, c'est la souplesse des articulations. Voilà, je vous détaillerai ça un petit peu plus. Alors, donc que dire de cette figurine? Oui, donc je disais, au niveau réalisation, elle n'a pas été si difficile que ça. La bonne surprise, c'est que le plastique, lorsque je le collais, se fondait bien. Et donc les lignes de collage qui se trouvaient donc sur le devant de la jambe, ainsi que sur les côtés des bras, et le dessus de la tête, mais le dessus de la tête on voyait quasiment pas. Donc ça posait pas de problème avec l'espèce de masque là. J'ai pas eu beaucoup de ponçage à faire. Et honnêtement, j'ai pas eu non plus beaucoup de putty à appliquer. J'en ai mis quand même, hein. Mais pas tant que ça, et c'était vraiment pour fignoler. De même, les bras là et les cuisses. J'ai pas eu tant de travail de ponçage et de putty que je pensais. Franchement, je m'attendais à un ajustement beaucoup plus hasardeux, beaucoup moins correct, un ajustement qui serait un peu plus casse-pied. Et ce n'a pas été le cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de travail du tout, hein, mais ce n'a pas été le cas. Donc du coup, j'ai gagné du temps par rapport à ce côté-là. Et au niveau du masquage, hein, puisque j'ai fait les cuisses, les pieds et après les jambes, ça s'assemblait de chaque côté de ces deux pièces-là. Pardon. Il y en a qui vont encore se plaindre que je tousse dans le micro. En fait, comme c'était assez large, j'ai pu masquer assez facilement. J'ai fait qu'une seule modification, c'est au niveau des mains. Normalement, c'est une espèce de tête de clou, hein, une espèce de champignon qui s'insère de chaque côté. Enfin, le bras s'insère de chaque côté de ce champignon, cette espèce d'ergot qui permet une rotation de la main. Moi, pour pas me casser les pieds, c'est-à-dire je voulais pas être obligé d'assembler, masquer la main, masquer le bras et autres, j'ai coupé l'ergot de la main, remplacé par un morceau de grappe, et j'ai mis un polycap à l'intérieur du bras, ce qui m'a permis de démonter et de remonter la main à volonté, suivant mes besoins, lors de la réalisation de la figurine. Au niveau des couleurs, comme vous le constatez, on est très très loin des couleurs de la notice, puisqu'il donnait un vert pomme plutôt clair, et la tenue, on va dire la tunique, était plutôt dans les tons violacés bleus. J'ai pu, rendons à César ce qui est à César. Je remercie Marie-Noël du forum Cybermecha qui m'a filé un petit coup de main là-dessus et qui m'a fait une magnifique capture d'écran d'un épisode de Macross, l'épisode extrait que je vous ai mis en intro de cette vidéo, et qui m'a isolé les différentes couleurs qui composaient la tunique ainsi que les pièces d'armure vertes et grises. Et grâce à une application sur mon téléphone, je vous ferai un petit tuto rapidement de cette application qui est vraiment très très bien parce qu'elle permet, à partir d'une image, on sélectionne une zone de l'image, elle identifie la couleur et elle va donner les références dans de multiples marques de peinture. Je parle de Vallejo, Prince Auguste, Tamiya, Hobbycolor, mais en plus dans chaque marque, différentes gammes, puisque dans Bicolor, il y a les Lakers, il y a les Queus, il y a plein d'autres choses. Et donc, elle donne la couleur la plus proche, et suivant la fourchette de réglage, le Delta E, je crois que ça s'appelle, on a plus ou moins de couleurs s'y rapprochant, ce qui m'a permis donc de retrouver les couleurs les plus proches de la capture d'écran
ce qui n'est pas une mince affaire pour moi, puisque je vous rappelle que je souffre d'un très léger daltonisme. À côté de ça, pas vraiment de difficulté, hein, comme je vous disais. Le masquage a été relativement facile à faire. J'ai fait au pinceau tout le visage. Alors, je vais essayer. Voilà, est-ce qu'il veut bien? Donc voilà, j'ai tout fait au pinceau. J'ai essayé de retrouver les teintes. J'espère que c'est pas si mal. Voilà. L'autre point aussi qui est pas mal, c'est que comme vous avez vu sur la notice de montage, tous les éléments sont indépendants, que ce soit la tête, les bras ou les jambes. Ce qui a vraiment facilité le travail de ponçage et de peinture, puisque j'ai pu faire le torse, les bras et les jambes à part. Les articulations sont pas mal pour une maquette de cet âge-là. Hein. Je rappelle que cette maquette date de 1983 et qu'elle n'a pas de polycap. Hein. Ce sont des pièces en plastique qui s'insèrent avec un système qui est donc au niveau du torse ici qui permet donc... Alors je peux peut-être vous montrer parce que du coup ça se démonte bien, voire même trop. Hein. Vous voyez, c'est plutôt lâche. Hop. Donc vous voyez, c'est une pièce qui va s'insérer dans un tube, voilà, qui est dans le torse. Alors hop, je remets, si j'y arrive, voilà. Et pour ce qui est des jambes, si je vous montre sous la jupe du zantradien, c'est la même chose, hein, c'est une espèce d'articulation en T qui vient s'enfoncer, hop, dans la jambe. Vous voyez, c'est vraiment basique de chez basique, mais c'est efficace. Alors c'est un petit peu lâche, et ça ne permet pas non plus de magnifiques poses. Hein, il y a bien sûr des articulations au niveau des chevilles qui permettent une rotation avant-arrière, mais également latérale gauche-droite, mais vraiment minime. L'articulation au niveau du bras ici qui permet de plier le coude dans ce sens-là, mais pas de rotation. Il m'a été suggéré de modifier les articulations pour donner un petit peu d'amplitude. J'aurais pu le faire, je le ferai sur d'autres kits, mais seulement en cas de besoin. J'aime beaucoup le côté vintage de ces kits, donc j'essaye de les améliorer quand il y a besoin, mais tout en essayant d'y toucher le moins possible pour garder l'esprit qu'il y avait à l'époque. La dernière chose que l'on a aussi, c'est la possibilité, hop, de basculer la visière. Mais là, j'avoue que je ne sais même pas si on le voit comme ça une seule fois dans l'animé. Et puis ça lui donne un air de lapin de Pâques. Ou alors on m'a dit Kamen Rider aussi. C'est pas complètement faux. Le fusil est très fidèle, hein, comme vous avez pu voir dans la capture d'écran. Non, franchement, ce kit, pour un kit de 41 ans, bientôt 42, je pense. En tout cas 41 ans, c'est sûr. C'est une bonne surprise. Une petite disproportion au niveau du torse, hein, comme j'en avais parlé, qui est vraiment trop gros par rapport au reste. C'est un peu dommage. Sinon, une très belle réussite. Une autre modification qui serait possible à faire, alors je me suis posé la question, mais comme je n'ai pas trouvé de pièces adéquates, j'ai laissé tomber, c'est peut-être tailler un morceau de plastique pour faire la visière du casque. Mais honnêtement, ça manque pas plus que ça. Voilà. Donc de même, alors je sais pas, j'ai pas détaillé le dos, mais même s'il n'est pas super détaillé, il y a les détails qu'il faut, qui sont également présents dans l'anime. Donc non, vraiment cette figurine est vraiment très fidèle. Oups, comme je vous dis, une fois qu'on lui a trouvé, comme beaucoup de kits vintage, une fois qu'on a trouvé une pose, on essaye de plus trop y toucher. Voilà. Donc voilà, franchement, pas très longue à faire. Alors moi j'ai mis du temps, mais c'est parce que j'avais pas une très grosse motivation, puis un petit peu malade à ce moment-là, mais sinon honnêtement, en une semaine, alors quand je parle d'une semaine, c'est juste le soir un petit peu, hein, c'est pas tous les jours, toute la journée, hein, mais c'est à peu près 5-6 soirées de travail pour obtenir ce résultat. Donc entièrement vernis satiné,
un léger jus, mais vraiment très léger pour accentuer toutes les gravures au niveau des différentes lignes gravées, que ce soit sur le casque, les jambes ou bien les bras, ou les avant-bras, pardon. Alors ça ne se voit pas énormément, je pense, à la caméra, mais en tout cas à l'œil, ça se voit bien. Sinon, tout est en vernis satiné, sauf le visage, auquel j'ai appliqué un vernis mat. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce kit vintage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus de galères que ça. Mais ça reste quelque chose de sympa et il va rejoindre donc ma collection de kits vintage et assez original. On peut pas dire qu'il court les rues. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'éventuellement ça vous a donné envie de faire ce genre de choses. Si vous voulez partager ou me faire part de vos impressions, suggestions ou idées, la section commentaires est là pour ça. Si vous voulez voir mes travaux en temps réel et savoir sur quoi je travaille en ce moment même, le plus facile, ma page Facebook, donc Sebgeek Factory. Je réponds également aux messages sur cette page. Un peu plus tard que cette semaine, quelqu'un m'a contacté pour avoir des conseils pour faire un des kits que j'avais fait il y a super longtemps. Et c'est un plaisir d'aider. En attendant, prenez soin de vous. Le soleil est de retour, mais il fait encore un petit peu frais. Sur ce, je vous dis bonne continuation et vous donne rendez-vous, j'espère, assez vite pour un nouveau kit Macros, peut-être vintage, peut-être récent, on verra. Ciao!